Donc maintenant, ça enregistre. Simplement, il ne faut pas que j'oublie tout à l'heure d'arrêter l'enregistrement, sinon ça passe à l'as. Alors, il va falloir aussi que je partage l'écran, intégralité de l'écran. Voilà. Voilà. Donc, en l'occurrence, le site dont je me sers, non, ah voilà, ça c'est une page de l'encyclopédie, c'est le tome, il y a un article dans le tome 2. Le tome 2, ouais. C'est pas la même source, mais c'est la même page. J'ai la Oui, même oui, page. oui, oui, et pour cause. Alors voilà, ma source, hein. Encre avec 2 C, point académie, science FR et slash encyclopédie. D'accord. Et donc, on a les 17 premiers volumes, plus les suppléments qui ont été au nombre de 11, parus en 20, 25 ans, je ne sais plus. Donc, il suffit, là, je ne sais pas comment c'est sur ton site, mais celui-ci est vraiment très pratique. On saisit ici l'article, le mot que l'on veut. En l'occurrence, j'ai tapé bonheur, ici, tu vois, bonheur, et ça me renvoie à le volume 2, c'est-à-dire celui-ci, là, à gauche, page 322, 323. Et donc, je l'ai. Alors, entre parenthèses, puisqu'on en est là, tout le monde parle, c'est passé dans l'histoire, évidemment, et à la postérité, comme l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, mais le véritable maître d'œuvre est Jaucourt, je ne me souviens plus de son prénom, euh, qui lui est oublié, sauf évidemment des rares spécialistes, et il a écrit plus de la moitié, hein, de l'encyclopédie. C'était le véritable encyclopédiste. Diderot et d'Alembert, évidemment, sont les maîtres d'œuvre. Ils ont l'initiative du truc. Et l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert est donc la première du genre, paraît-il, en français. Il y avait quelque chose d'assez ressemblant en langue anglaise, et d'ailleurs au départ, ce qui était le projet, c'était une traduction de cette encyclopédie anglaise. Et puis, le fait est que ça a pris une autre tournure et c'est très, très largement supérieur à la version anglaise, qui n'avait d'ailleurs qu'un petit nombre de volumes. Ils ont été très nombreux à collaborer, les philosophes, mais en général pour 2 ou 3 articles. L'essentiel des articles, c'est Jaucourt, mais il y a évidemment la participation de Montesquieu, de Voltaire et de tout ce petit monde, de tout ce beau monde. Attends, je crois que quelqu'un voudrait arriver, non? Non, c'est pas. Je ne vois pas venir. Alors, si vous voulez, à défaut d'autre chose, on peut lire. Je ne voudrais pas louper. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Eh bien voilà. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Bonsoir Patricia. Patricia. Bonsoir, bonsoir Patricia. On est presque au complet. Il manque Catherine, mais elle
a des ennuis d'ordinateur, c'est moins grave que des ennuis de santé. Enfin, elle en a toujours aussi du point de vue de la santé, mais ça s'arrange et l'ordinateur, ça s'arrangera aussi. Alors, Patricia, nous étions en train de faire le point sur la semaine passée et les quarts d'heure qui vont suivre pour dire que j'ai eu une semaine assez agitée et que je ne suis pas aussi près que j'aurais voulu, mais on va quand même avancer un petit peu. On a évoqué, juste avant que tu arrives, la journée mondiale du bonheur. Est-ce que tu avais entendu parler de ça? Non. La journée mondiale du bonheur. Eh bien, c'est une pratique qui a maintenant, ça va être la 11e année, et c'est une initiative de l'ONU pour, comment dirais-je, sensibiliser l'opinion publique dans la mesure où l'ONU peut toucher l'opinion publique à travers des relais qui sont assez lâches, je crois, eh bien, au problème du bonheur à l'échelon de la planète. Et évidemment, on peut avoir des réserves quant à l'efficacité de ce genre de campagne, mais personnellement, je trouve que c'est une bonne initiative et qu'on a intérêt à essayer de la relayer si on peut. Alors justement, on avait dit aussi, Olivier, que Saint-Just, en 1794, avançait cette phrase assez remarquable quand même: le bonheur est une idée neuve en Europe. Ça vaut la peine effectivement qu'on y réfléchisse 2 minutes. Le bonheur n'est pas une idée nouvelle à la fin du 19e siècle, du 18e siècle, puisque pratiquement tous les comment dirais-je, philosophes du 18e ont parlé du bonheur. Voltaire, entre autres. J'ai parlé aussi, et il faudrait qu'on y jette un coup d'œil, de la maîtresse de Voltaire qui s'appelait Madame du Châtelet, qui a écrit un livre qui s'intitule Discours sur le bonheur. Ça a été réédité dernièrement, préfacé par Elisabeth Badinter. Donc, l'idée du bonheur n'était pas nouvelle en France au XVIIIe siècle. Elle est apparue sans doute assez rapidement. En tout cas, tous les grands philosophes français, Diderot en parle, Voltaire parle beaucoup du bonheur. Mais, et on va lire dans quelques instants l'article, quelques extraits de l'article de l'encyclopédie consacré au bonheur. Ça ne brille pas d'ailleurs par l'originalité, hein, cet article de l'encyclopédie, mais enfin, ça existe. Cela étant, d'abord, je ne vois pas au XVIIe siècle, par contre, qu'on parle beaucoup du bonheur. Je ne sais pas. Je crois que tu m'avais signalé, Olivier, un certain Maupertuis qui a écrit quelque chose sur le bonheur. Helvétius. Non, oui, Helvétius, mais Maupertuis aussi. Helvétius, c'est un. Oui, mais tu ne m'avais pas parlé de Maupertuis une fois? Ça ne me dit rien. C'est un physicien. C'est un physicien, mais physicien philosophe, donc il y a Maupertuis, il y a Helvétius, il y a Fontenelle, qui ont écrit des petits ouvrages. En l'occurrence, Helvétius, c'est un poème, hein, mais Fontenelle, je crois que c'est une réflexion philosophique. Madame du Châtelet, c'est une réflexion philosophique. Il y a aussi un ouvrage de comment elle s'appelle, Madame de Staël, qui s'intitule Le bonheur. Tiens, je vais regarder. On va voir comme ça si ça fonctionne. Là, je suis on va essayer de passer.
On va aller voir Madame de Staël. On va essayer de voir Madame de Staël, qui était une femme philosophe, évidemment, de la plus grande importance. Tout le monde la connaît. Ça te rappelle quelque chose, Arlette, Madame Oui, de Staël? oui. Est-ce que ça te dit quelque chose, Patricia? Oui. Madame de Staël. Oui. Tu connais le nom? Oui, oui. Tu as entendu le nom, oui. Oui. C'était la bête noire de Napoléon. Une opposante farouche. Ah oui, alors. Oui. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je veux aller. Vous voyez toujours Voir. mon écran? Oui, oui. Puis maintenant. Il est parti. Tout est parti. Il n'y a plus que nous. Ah, ça y est. Allô? Tu avais Oui, ça vu y est. Bon, alors je vais voir. J'essayais, je voulais me brancher sur Wikipédia pour consulter l'article de Madame de Staël, mais je me suis planté. Donc, on va recommencer. Non, c'est bon, l'enregistrement continue. Alors, essayons de lire, à défaut de Madame de Staël, on va essayer de lire l'article sur le bonheur qui est, voilà, le suivant. Vous voyez, ah non, mais vous voyez plus mon écran. Non. Alors, je vais refaire une tentative de partage d'écran. Bon, là, vous avez donc la page 323 du volume 2 de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et c'est la fin de l'article en question. Je vais lire quelques extraits de cet article. Donc, pour en revenir, je tiens des propos peut-être un petit peu décousus à Saint-Just et au XVIIIe siècle. On parlera encore dans les semaines qui viennent du XVIIIe siècle. C'est bien le siècle des Lumières, c'est le siècle de la raison, hein. Par conséquent, il est intéressant de voir que toute une réflexion sur le bonheur se fait tout au long de ce siècle des Lumières. Cela étant, à ma connaissance, c'est Saint-Just qui a l'originalité de dire « idée neuve en Europe ». Dans ceux qui ont été mentionnés, il parle du bonheur comme si c'était une affaire concernant la France et les Français. Or, si on approfondit la question du bonheur, on se rend compte qu'il est difficile et il n'est pas souhaitable d'être heureux seul. Il faut se représenter le bonheur comme un bien universel et ne pas espérer être heureux à quelques-uns, quelques privilégiés, dans un monde où la misère sévit. Et c'est pourquoi l'initiative de l'ONU peut paraître un petit peu dérisoire, mais me semble quand même important, cette idée que le bonheur doit être répandu au niveau de tous les humains, dans la mesure où il est possible, parce que c'est difficilement supportable que le bonheur soit le privilège de quelques-uns. On reviendra sur la question de savoir si le bonheur est accessible à tout le monde. Ça pose aussi le problème de l'égalité
Ah tiens, au fait, petite question avant qu'on lise l'article. Est-ce que vous avez, chers amis, écrit quelques petites phrases sur le, le bonheur est-il un droit de l'homme? Vous vous souvenez pas? Vous vous souvenez pas que je vous avais demandé de faire ça la semaine dernière? Ah, j'ai oublié. Si, si. J'ai oublié. Non? Si. La, Oui. la proposition est dans le texte que je t'ai envoyé. D'accord. Et Bon. dans l'article du bonheur, enfin, je ne sais pas quelle phrase précise tu vas lire, mais je pense qu'il y a un morceau, un paragraphe qui répond à ta question, justement. Attends, j'ai encore pas il faut que je réactive les sous-titres. Voilà. Redis-moi ça, s'il te plaît. Ouais, je pense que dans les paragraphes que tu vas nous lire de Diderot, il y a un paragraphe qui répond, alors pas précisément à ta question, mais qui répond en partie. Bon, l'article, il casse pas trois pattes à un canard, hein, comme tu l'as dit, mais il y a un morceau de réponse, me semble-t-il. Tu l'as lu, l'article en question? Tu l'as lu? Oui, je l'ai lu, je l'ai commenté. Oui. Et tu l'as commenté et tu me l'as envoyé, d'accord. Ce serait tout à fait cohérent, puisque effectivement, les droits de l'homme, c'est quand même la grande invention des révolutionnaires de 1794, de 1789 et 1794. On en reparlera plus avant, parce que je voudrais quand même laisser Arlette et Patricia, et de son côté Catherine, réfléchir encore à cette question. Alors, lisons cet article. Je crois que je vais annuler. Ça, vous voyez un texte là? Oui. Parfait. Donc c'est le texte en question. Olivier, l'article, je ne pense pas que l'article soit de. Si, il est de Diderot. Il est signé Diderot. Je ne sais pas, je l'affirmerai pas. Bon, ça n'a pas grande importance, hein, mais c'est un ouvrage collectif, hein, mais on doit le trouver, on doit trouver ça. Je sais pas s'ils sont signés. Bon, écoute, tous les hommes se réunissent dans le désir d'être heureux. C'est-à-dire qu'ils sont tous d'accord en ce qu'ils veulent être heureux. La nature nous a fait à tous une loi de notre propre bonheur. Entre parents, donc c'est l'article là, c'est pas tout à fait le début, hein, c'est des extraits là, que je vous lis. Hein. Entre parenthèses, dans les semaines qui viennent, je proposerai que nous réfléchissions ensemble sur la question suivante. Est-il aussi sûr que ça que tout le monde veuille être heureux? Est-ce que vraiment tout le monde veut être heureux? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 9/10 des philosophes l'affirment. Et très souvent, la réflexion sur le bonheur commence par ça. Tout le monde veut être heureux, premier point. Deuxième point, seulement on ne sait pas bien définir le bonheur. Et troisième point qui est lié, le bonheur est subjectif et variable selon les uns et les autres. Mais concernant le premier point, je vous invite à réfléchir à cette question encore. Est-il sûr que nous voulons tous être heureux? Est-il sûr que ce soit le bien suprême, comme le dit le premier d'entre eux, c'est-à-dire Aristote? Bon, alors, nous y sommes, dit cet article, tous entraînés par une pente rapide, par un charme puissant, par un attrait vainqueur. Je saute quelques lignes. Les hommes se réunissent encore sur la nature du bonheur. C'est-à-dire, c'est quoi, au juste, ce bonheur que tout le monde veut? C'est quoi? Ça consiste en quoi? Ils conviennent tous
qu'il est le même que le plaisir, ou du moins qu'il doit au plaisir ce qu'il a de plus piquant et de plus délicieux. Vous vous souvenez bien sûr que c'était le cœur de la réflexion d'Épicure, hein, qui assimilait jusqu'à un certain point le bonheur au plaisir, jusqu'à ce que d'autres disent, mais c'est peut-être un petit peu différent. Un bonheur que le plaisir n'anime point par intervalle et sur lequel il ne verse pas ses faveurs est moins un vrai bonheur qu'un état et une situation tranquille. Donc, s'il n'y a pas de plaisir avec le bonheur, eh bien, c'est un triste bonheur que celui-là. Si l'on nous laisse dans une indolence paresseuse où notre activité n'est rien à saisir, nous ne pouvons être heureux. Pour remplir nos désirs, il nous faut tirer de cet assoupissement où nous languissons. Il faut faire couler la joie jusqu'à l'intime de notre cœur, l'animer par des sentiments agréables, l'agiter par de douces secousses, lui imprimer des mouvements délicieux, l'enivrer des transports d'une volupté pure que rien ne peut altérer. Alors, entre parenthèses, dans cette longue phrase un petit peu pompeuse, je signale quand même quelque chose qui me semble très important, c'est que on fasse apparaître la notion de désir. Et je ne l'ai pas suffisamment souligné jusqu'à présent, mais il est, je crois, assez difficile de réfléchir en profondeur sur le bonheur si on ne lui associe pas la notion de désir. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore non. Ah voilà, et également la joie. Hein. La joie, bonheur, désir et joie doivent être toujours reliés dans notre esprit. Et d'accord? Quelqu'un a quelque chose à dire? Moi, Vous pouvez... je pense que Oui. le désir, c'est un obstacle au bonheur. C'est très intéressant. C'est source de frustration, en fait. Oui, oui, ça se plus que défend. En tout cas, ce que tu fais remarquer, c'est que le lien existe. On peut effectivement définir le bonheur comme la satisfaction de nos désirs, mais on peut aussi penser que les désirs sont tels que, loin d'entraîner le bonheur quand ils sont satisfaits, n'étant pas satisfaits ou pas complètement, ils produisent, ces désirs, le contraire du bonheur, c'est-à-dire l'insatisfaction, c'est-à-dire la frustration, comme tu viens de le dire. Alors voilà, là tu as plusieurs paragraphes, si tu as envie d'écrire une dissertation sur le sujet, hein, il faut toujours, en matière de dissertation, faire valoir le pour et le contre. Hein. Alors, ce que je rappelle simplement au passage, parce que les deux mots figurent dans cette longue phrase, c'est désir et joie. Hein. Et je veux simplement dire pour l'instant que je vais recommander de plus en plus ce petit livre de Frédéric Lenoir, du bonheur, parce qu'il en a fait un autre qui s'intitule La puissance de la joie. Hein. Donc il associe le bonheur et la joie, et son dernier livre traite justement du désir. Et je suis en train de me rendre compte, en lisant ce livre d'assez près, que c'est un meilleur vulgarisateur que je pensais jusqu'à présent. Il n'a pas une si bonne presse que ça,
notamment dans le milieu universitaire. C'est une parenthèse que j'ouvre, hein. Nous allons revenir à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, hein. Mais j'ouvre une parenthèse sur Frédéric Lenoir parce que j'ai l'intention qu'on l'utilise pas mal dans les semaines à venir. Entre parenthèses, j'en profite aussi, autre digression, pour parler de Spinoza, puisque Lenoir a fait aussi il y a quelques années un petit bouquin qui s'appelle Le miracle Spinoza, et que Spinoza est une référence en matière de bonheur. À propos de Spinoza, j'ai parlé il y a quelques semaines du philosophe Robert Mizrahi, que je ne connaissais pas, mais qui est un philosophe important, toujours vivant. Il est vieux d'ailleurs, 97 ans. Il talonne de très près Edgar Morin, qui lui est sociologue, peu importe. Robert Mizrahi, j'ai dit il y a quelques semaines que un ouvrage principal traitant du bonheur par cet auteur s'intitulait La construction du château. Quelqu'un, tu veux dire quelque chose? Olivier, tu veux dire quelque chose? Non. Ça va? Bon, n'hésitez pas toujours à m'interrompre, c'est toujours bienvenu, hein. J'ai jeté un coup d'œil, puisque quand je suis à Paris, j'en profite toujours pour aller dans les bibliothèques municipales ou bien à Beaubourg. Beaubourg aussi est une ressource extraordinaire, hein. Eh bien, j'ai eu entre les mains, et je ne peux pas dire que je l'ai lu parce que je suis allé trop vite, j'ai survolé, et quand même en faisant des petites ponctions importantes, la construction d'un château, c'est-à-dire voir sa vie comme une construction à réaliser avec un certain nombre de précautions à prendre et de moyens à mettre en œuvre. C'est une allégorie. Ce n'est pas à proprement parler un texte de réflexion philosophique. Par contre, ce texte existe. En fait, Mizrahi écrit un traité du bonheur en 2 volumes, La construction d'un château, et le 2e volume s'intitule Éthique, politique et bonheur, ou quelque chose comme ça. Et il y en a un 3e même qui s'appelle Les actes de la joie. Je suis très réservé pour ma part par rapport à un tel auteur qui jargonne terriblement, mais ça c'est le problème que j'ai avec la philosophie. J'ai abandonné au bout d'un certain nombre d'années la philosophie parce que je trouve que le langage ordinaire est trop maltraité par un grand nombre de philosophes modernes. Bon, ceci donc pour compléter ce que j'avais dit sur Mizrahi. La construction d'un château n'est probablement pas le premier livre à lire si on veut savoir ce qu'a raconté Mizrahi sur le bonheur. On revient à Diderot d'Alembert. La condition humaine ne comporte point un tel état. C'est-à-dire que, donc, nous ne sommes pas vraiment faits pour être heureux. Ça aussi, c'est un point très, très important. La question de savoir si le bonheur peut être atteint. Tous les moments de la vie ne peuvent être filés par les plaisirs. Bon, c'est le style évidemment du XVIIIe siècle, hein. L'état le plus délicieux a beaucoup d'intervalles languissants. Toujours pareil, c'est plus exactement le langage que nous employons. Après que la première vivacité du sentiment s'est éteinte, le mieux qui puisse lui arriver, c'est de devenir un état tranquille.
Notre bonheur le plus parfait dans cette vie n'est donc, comme nous l'avons dit au commencement de cet article, qu'un état tranquille semé çà et là de quelques plaisirs qui en égayent le fond. Alors, si on réfléchit un petit peu, on se rend compte évidemment que c'est un petit mélange d'épicurisme et de stoïcisme. La philosophie qui sous-tend cet article, me semble-t-il, est un petit mélange de ces deux doctrines. Autrement dit, pas grand-chose de nouveau sous le soleil du point de vue du bonheur au XVIIIe siècle, du moins à ce moment, qui est celui de la publication de l'encyclopédie. Mais la publication de l'encyclopédie, elle se termine, je ne sais pas, elle doit se terminer aux alentours de 1870, c'est-à-dire de 1770, c'est-à-dire 10 ou 15 ans avant la Révolution. Et la Révolution, c'est à ça que je voulais en venir, va considérablement transformer la conception que nous avions jusqu'alors du bonheur. Dans cette, comment dirais-je, publication, l'encyclopédie, ce que, il me semble, on voit, c'est une certaine banalité. Eh bien, des gens comme Saint-Just, précisément, Saint-Just et tous les révolutionnaires, vont apporter une idée complètement nouvelle qui est effectivement le bonheur, c'est une idée neuve en Europe. D'une part, ils vont, comment dirais-je, étendre cette notion de bonheur à un territoire beaucoup plus grand que chez soi. Deuxièmement, ils vont y apporter de la nouveauté. Et cette nouveauté, elle est beaucoup plus sensible encore chez Robespierre, que nous ferons intervenir prochainement, parce que Robespierre parle beaucoup dans ses discours du bonheur, mais il distingue, et ça c'est absent dans cet article de l'encyclopédie, c'est absent aussi chez Madame du Châtelet, c'est absent chez Voltaire, à savoir, et c'est essentiel, le bonheur a deux aspects, un aspect individuel et un aspect collectif. Donc, la question des droits de l'homme et du droit de l'homme au bonheur, elle se pose peut-être dans cet article, je ne le vois pas trop pour l'instant, mais je ne l'ai pas suffisamment lu sous cet angle, mais elle va se poser avec Robespierre. Est-ce que le bonheur est quelque chose que l'État doit apporter? Et la réponse est oui. Alors, leur opinion se réduit à celle d'Épicure, les sentiments des philosophes sur le bonheur, regardent non sa nature mais sa cause efficiente. Leur opinion se réduit à celle d'Épicure, qui faisait consister essentiellement la félicité dans le plaisir. Voyez cet article, c'est les renvois d'un article à un autre, qui est, comment dirais-je, une règle maintenant de toutes les encyclopédies, évidemment. La possession des biens est le fondement de notre bonheur, mais ce n'est pas le bonheur même. Ainsi, lorsqu'Aristote fait consister dans la félicité, dans la connaissance et dans l'amour du souverain bien, il a apparemment entendu définir le bonheur par ses fondements, autrement il se serait grossièrement trompé. Puisque si vous sépariez le plaisir de cette connaissance et de cet amour,
vous verriez qu'il vous faut encore quelque chose pour être heureux. Les stoïciens ont enseigné que le bonheur consistait dans la possession de la sagesse, la morale et la religion de Jésus-Christ, notre législateur et en même temps notre Dieu, lequel n'est point venu pour anéantir la nature, mais pour la perfectionner. La source des plaisirs légitimes ne coule pas moins pour le chrétien que pour l'homme profane. Mais dans l'ordre de la grâce, il est infiniment plus heureux par ce qu'il espère que par ce qu'il possède. Le bonheur qu'il goûte ici, alors ça m'étonnerait que ce soit Diderot. Hein. Diderot n'aurait pas écrit ça. Diderot est fortement anticlérical. Hein. Là, il y a un coup de chapeau à la morale chrétienne qui me semble pas. Enfin, peu importe. Le bonheur qu'il goûte ici, bas, devient pour lui le germe d'un bonheur éternel. Donc, l'auteur de cet article dit, il y a le bonheur terrestre sans doute, mais pour le chrétien, le bonheur terrestre est secondaire. Ce qui est important, c'est le bonheur éternel qu'on aura dans la vie future. Les plaisirs du chrétien sont ceux de la modération, de la bienfaisance, il faut être charitable. Ça produit la charité produit le bonheur, la tempérance, la conscience, plaisir pur, noble, spirituel, fort supérieur au plaisir des sens. Vous voyez, plaisir, il renvoie encore à l'article plaisir, que je n'ai pas pris le temps de regarder, mais qu'il faudrait. Hein. Il faudrait regarder si on voulait vraiment. Donc, un homme qui prétendrait tellement subtiliser la vertu, qu'est-ce qu'il veut dire là par subtiliser la vertu? Qu'il ne lui laissa aucun sentiment de joie et de plaisir, ne ferait assurément que rebuter notre cœur. Il faudrait lire ça deux fois. Telle est sa nature qu'il ne s'ouvre qu'au plaisir. Lui seul en sait manier tous les replis et en faire jouer les ressorts les plus secrets. Une vertu qui n'accompagnerait pas le plaisir pourrait bien avoir notre estime, mais non notre attachement. J'avoue qu'un même plaisir n'en est pas un pour tous. Les plaisirs sont pour le plaisir grossier et les autres pour le plaisir délicat. Les uns pour le plaisir vif, les autres pour le plaisir durable. Les uns pour le plaisir des sens, les autres pour le plaisir de l'esprit. Les uns enfin pour le plaisir du sentiment et les autres pour le plaisir de la réflexion, mais tous sans exception sont pour le plaisir. Consultez cet article. Bon, voilà. On peut lire dans Monsieur de Fontenelle les réflexions solides et judicieuses qu'il a écrites sur le bonheur. Mais je ne l'ai pas fait. Quoique notre bonheur ne dépende pas en tout de nous, nous ne sommes pas les maîtres d'être placés par la fortune dans une condition médiocre, la plus propre de toutes pour notre situation tranquille, et par conséquent pour le bonheur, nous y pouvons néanmoins quelque chose par notre façon de penser. Attends, il faut que je masque ça. Vous voyez le bas de l'article? Par contre, oui, nous. Voilà. Ces quelques lignes me semblent les plus importantes de tout l'article. Notre bonheur ne dépend pas en tout de nous. Nous ne sommes pas les maîtres d'être placés par la fortune dans une condition médiocre, la plus propre pour... Bon, il faudrait pratiquement traduire, hein, mais ça pose bien la question de savoir quelle est la part de l'individu, de son comportement, de sa liberté, et ça c'est une chose qu'on va retrouver essentiellement chez Spinoza, justement, enfin qui se trouvait chez Spinoza, puisque Spinoza avait écrit avant ça. Oui. Donc, c'est là que commence l'intérêt. Il faudrait lire l'ouvrage de Fontenelle,
mais je n'en ai pas le temps parce que il faut qu'on voit un certain nombre d'auteurs plus récents, dont Comte Sponville, dont Luc Ferry, que nous avons commencé à voir un petit peu, mais que nous continuerons à découvrir dans les semaines qui viennent. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette idée que le XVIIIe siècle commence à structurer une nouvelle approche du bonheur, mais qui se caractérise à ce stade-ci par un grand classicisme, une certaine neutralité qui va être emportée justement par la révolution, qui va changer complètement les données du problème. Est-ce que les structures de la société doivent être modifiées, permettant à l'homme d'être plus heureux que par le passé? Comme tu le dis, hein, on passe dans une phase transitoire, hein, déconstruction du christianisme pour aller vers autre chose, hein, la vie sur Terre, le plaisir ici et maintenant, et non plus dans l'au-delà. Hein, c'est une rupture. Hein, c'est clair que c'est une rupture. Tout à fait. Oui, oui. Ça, effectivement, on peut le dire, c'est une rupture. Mais elle n'est pas encore très sensible dans la réflexion des philosophes. D'ailleurs, entre parenthèses, les philosophes des Lumières, à mon avis, ça peut se discuter, mais ne sont pas pour grand-chose dans la Révolution. Hein. Ils sont, comment dirais-je, extrêmement conservateurs. Ah, c'est parti. Un clic malencontreux. Vous être toujours là? Oui, nous oui, c'est toi qui n'étais Vous plus. avez entendu dire merde? J'ai disparu sans que je comprenne pourquoi. Est-ce que ça enregistre toujours? J'espère que oui. Ça enregistre. Ça enregistre. Bon, c'est parfait. Bon. Donc, on continue sur cette réflexion-là la semaine prochaine. Mais ce que je voudrais aussi, c'est rappeler les auteurs que nous allons utiliser, c'est-à-dire plusieurs ouvrages de Frédéric Lenoir, de Comte Sponville, de Luc Ferry, de comment dirais-je, Schopenhauer. Tu nous avais parlé de Schopenhauer et son petit ouvrage de l'art d'être heureux. Alors, entre parenthèses, sur Schopenhauer, qu'est-ce que je vais dire sur Schopenhauer? Alors, est-ce que je me risque encore à faire un partage d'écran? J'en ai bien envie. Alors, oui, il y a un petit ouvrage qui se présente au lecteur ou à l'acheteur sous ce titre « Comment être heureux » ou bien « L'art d'être heureux ». Tu en as parlé l'autre jour, non? Ou tu l'as mentionné, il me semble, Olivier, non? Enfin, c'est un ouvrage que j'aime, mais non, je suis pas certain de l'avoir lu, donc non, j'ai pas dû le mentionner. Alors, il y a plusieurs autres petits ouvrages de Schopenhauer
Je vais regarder la deuxième image. Alors évidemment, on peut les trouver sous un autre titre, hein. À l'instant, c'était comment être heureux. Ici, c'est l'art d'être heureux. Entre parenthèses, vous avez Schopenhauer jeune, là. Vous allez le voir maintenant vieux. Et vous allez voir d'autres. Là, il est un peu plus vieux. L'art d'avoir toujours raison. C'est un petit livre aussi qui est très amusant et intéressant, qui relève un petit peu de la polémique. C'est assez amusant. En plus, c'est à 2 €, l'autre est à 3 €. Ça se trouve toujours par là, hein. Il y a aussi… Et ça, Je vous abandonne. Je vous abandonne. Je vous laisse. D'accord. Au revoir. salut. Au revoir. Alors, À bientôt. Au revoir, revoir. Olivier. au revoir. Je continuerai la semaine prochaine parce que je voulais dire 2 ou 3 trucs sur Schopenhauer qui peuvent t'intéresser. Voilà. Au revoir. Donc, je continuerai la semaine prochaine sur Schopenhauer. Voilà. Non. Contre la philosophie universitaire. Voilà. Voilà, Schopenhauer vieux. Alors, Schopenhauer, c'est un moment important de la philosophie allemande du 19e siècle. Ça nous conduit notamment à Nietzsche. Alors, comment on va conclure? Ça n'a pas été trop barbant? Non, 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 Ça va? ça va. Voilà. J'ai trouvé ce livre-là. La plus belle histoire. Ah, la plus belle histoire de. Remonte un peu le livre du. Ah, Bonheur. la La plus belle histoire Ah, du bonheur. alors, très très bien. Très très bien. Eh bien, écoute, il y a combien de pages? 160. 160. Donc, c'est assez court. Ils dialoguent entre eux, ces trois bonshommes. C'est quoi le contenu? C'est un trio. T'as Jean Delumeau, Arlette Farge, André Comte-Sponville. Donc, en fait, il se fait interviewer. Il donne ses réponses. Je ne sais pas, j'en suis juste au tout début, là. Mais c'est très intéressant. Oui. Ah bon. Tu pourrais nous en parler la semaine prochaine? Ben, je ne sais pas, ça dépend où j'en serai. Un petit peu. Que c'est? Parce que, en fait, je me couche tard le soir. Alors, souvent, je n'ai pas le courage de lire. Oui, évidemment. Voilà, j'ai des bonnes journées. Mais si je trouve le temps, j'essaierai. D'accord. Mais sans résumer tout le bouquin, tu prends quelques pages qui t'ont intéressé et tu nous dis pourquoi ça t'a intéressé. Qu'est-ce que tu retiens là-dedans? D'accord. Ouais. Là-dedans. J'avais plus ou moins l'intention de le faire aujourd'hui, mais j'ai fait autre chose à partir de Frédéric Lenoir. Voilà. Bon, si tu ne le fais pas la semaine prochaine, tu le fais une autre fois. Arlette, tu nous avais dit aussi que tu t'intéressais à Axel Kahn. Hein. Oui. Ce serait bien que tu trouves un de ces quatre, un bouquin d'Axel Kahn et que tu nous lises quelques pages d'Axel Kahn. D'accord, je chercherai. Oui, on cherchera. Tu chercheras, tu me diras, tu me tiens au courant de ça. Hein. D'accord, oui, je vais le remarquer. Voilà. Aujourd'hui, j'ai voulu, tu sais, la carte du bonheur, j'ai voulu essayer de le faire avec Publisher, mais j'arrive pas à l'utiliser. Attends, il faut que j'active. Voilà. Redis-moi ça. Redis. La carte. Je voulais.
je voulais aujourd'hui envoyer la carte du bonheur Ah oui, que tu nous avais demandé, oui. mais j'ai essayé de le faire sur Publisher, mais j'ai pas réussi à l'utiliser. Parce que je trouve ça, c'est pas terrible de te faire une liste de mots, c'est moche. Oui, Je préfère que ouais. ça soit plus explicite sur un dessin. Ah oui, c'est sûr, le schéma, c'est… Voilà, mais c'est ce que je voulais faire, mais j'ai pas réussi à le faire. Il faut que je trouve Bon. quelqu'un qui me donne un coup de main pour utiliser Publisher. Je ne connais pas Publisher, c'est l'équivalent de Photoshop ou quoi? Je crois que c'est différent de Photoshop, c'est-à-dire que tu crées, c'est beaucoup plus créatif en fait. Tu peux y mettre. Photoshop, je connais pas bien vraiment, mais Publisher, tu peux l'utiliser pour faire des affiches, des choses comme ça, Oui, oui, oui. Ouais. faire de la Mais création, on, mettre des on- dessins. on y arrivera un jour ou l'autre, hein. Tu pourrais pas m'envoyer des éléments en mail, parce que j'essaierai éventuellement de le traiter en… Tu sais faire des copies d'écran, non? Copier un écran, oui. Eh ben, tu fais une copie d'écran ou 2 ou 3 copies d'écran des différents stades par lesquels tu passes, et puis on verra si on peut pas faire une synthèse de tout ça. Oui. Mais moi, je suis dans le même cas que toi, hein. J'ai fait ma carte du bonheur, j'en avais montré un échantillon en disant que j'en étais pas content et que je continuais à essayer d'améliorer. Et j'ai rien fait depuis, hein, mais je vous la montrerai, ma carte du bonheur. Donc la tienne, si elle vient dans 15 jours ou 3 semaines, c'est pas grave, hein. Elle viendra un jour. Tu vas y arriver. Ouais. Oh, je crois qu'on est tous très occupés en même temps. Hein. C'est sûr que le temps est limité pour tout le monde, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je sais que je ne prépare pas suffisamment cette heure, hein. Il faudrait que je passe plus de temps, mais je passe déjà pas mal de temps à préparer, mais pas suffisamment. Les journées sont trop courtes. Oui, c'est bien connu. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, mes amis, on va se dire bonsoir, se souhaiter un bon week-end qui approche, un bon début de semaine prochaine, et puis on se revoit jeudi prochain. Donc, à jeudi prochain, alors. Voilà. D'accord, d'accord. Allez, bye bye. Ouais. Allez, Au revoir à tous. Paul, Au au revoir, revoir. Arlette. Au revoir, Patricia. Au revoir. Alors, je m'en vais.